hope you're all well. Je vais vous demander de bien vouloir mettre vos téléphones portables sur silencieux si ce n'est pas déjà le cas. Merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous passer le micro et donc la parole. Please turn off your mobile phones or put them on silent mode, and if you want to ask a question, please raise your hand so that we can pass you the microphone. Une première question là-bas au fond de la salle. Bonjour, j'ai deux questions. Une première question, est-ce que ce n'est pas, en fin de compte, un hymne à la liberté que vous avez voulu faire à travers le regard de cette femme? Et justement, avec aujourd'hui la question qui se pose, la liberté des femmes, c'est-à-dire d'être ce qu'elles veulent et ce qu'elles ont envie d'être, et donc de repartir à zéro. Et ma deuxième question, c'est quelle est l'influence, s'il y en a une, de Malick sur votre cinéma et sur votre parcours? Two questions, actually. The first one from this gentleman is, do you consider your movie as some kind of, a praise to liberty, to freedom, and liberty and freedom of choice for women, actually, most importantly? The second question would be, could you talk to us maybe about Terrence Malick? Do you consider his work, his movies, as being an influence on your work, and if yes, in which way? Excellent question, thank you. Yes, I very much see this film as a feminist film, as a film that's about discovering who you are and getting in touch with your primal self and rebelling against an oppressive paradigm, patriarchal paradigm. The film was inspired by my grandmother, who was a homemaker in the 1950s. Well, actually, do the first part. No, continue. Okay. The film was inspired by my grandmother, who was a homemaker in the 1950s, in an unhappy marriage, who developed rituals of control. She was an obsessive hand washer. Would go through 4 cakes of soap a day and 12 bottles of rubbing alcohol a week. I think in an effort to gain a sense of order in a life she felt increasingly powerless in. Tout d'abord, en ce qui concerne la première question, oui, c'est vrai que je considère, nous dit-il, le film comme étant un film féministe, dans le sens où le film traite d'une femme qui est enfermée dans un carcan et qui essaye de découvrir qui elle est, qui essaye de revenir presque à son instinct primal, c'est-à-dire vraiment revenir aux racines de qui elle est, quelque chose qu'elle a perdu en cours de route. Et c'est vrai que je vois ça comme ça. Le film, comme il nous l'a dit tout à l'heure sur scène avant la projection, le scénario du film est inspiré de la vie de sa propre grand-mère, qui est quelqu'un, qui est une femme qui a vécu dans les années 50, qui était une femme au foyer. Et être femme au foyer aux États-Unis dans les années 50, c'est, comme vous pouvez facilement l'imaginer, c'était quelque chose qui était beaucoup moins facile que l'image qu'on pourrait éventuellement en avoir. Elle était mariée, un mariage qui n'était pas un mariage heureux. Beaucoup de choses qu'on retrouve donc encore une fois dans le film. Et c'est vrai qu'elle avait, pour essayer de s'accrocher à ces petits morceaux de liberté qu'elle grappillait un peu à droite à gauche, elle avait des rituels qui lui donnaient une espèce de contrôle sur sa personne, sur ce qu'elle était, notamment par exemple le rituel de se laver les mains. Elle se lavait les mains de manière compulsive, elle utilisait même des bouteilles d'alcool pour se désinfecter les mains. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose qui était qui était vraiment très difficile pour elle, vivre cette vie-là. Eventually my grandfather, at the behest of the doctors, put her into a mental institution where she was given electroshock therapy, insulin shock therapy, and non-consensual lobotomy that they messed up, and she lost her sense of taste and smell. And I always felt that there was something punitive about how she was being treated, that she was being punished in a way for not living up to society's expectations of what a wife or a mother should be, and for being different, and I wanted to make a film about that. Et son grand-père, à un moment, le grand-père du réalisateur, donc le mari de sa grand-mère, a décidé à un moment donné, en relation avec les médecins de l'époque, encore une fois, on est dans les années 50 aux États-Unis, donc à l'époque c'était entre guillemets normal, ils ont décidé d'interner
sa grand-mère, et elle a vécu toutes sortes de traitements qu'on peut assez facilement aujourd'hui qualifier de torture, des traitements à base d'électrochocs, des traitements à base d'insuline, avec des chocs d'insuline, et également elle a subi une lobotomie qui a été tellement mal faite en plus qu'elle a perdu définitivement le sens du goût, elle a perdu l'odorat, enfin bref, ça a été le carnage qu'on peut facilement imaginer. Et quelque part, ce traitement à l'époque, eh bien, il le voit évidemment comme une sorte de punition. Elle a été punie par la société masculine américaine des années 50. Elle a été punie parce qu'elle ne rentrait pas dans, encore une fois, dans ce carcan qui était celui des femmes au foyer aux États-Unis dans les années 50. C'était une punition qu'elle a subie. And as far as the Terrence Malick question, I absolutely love him. And yes, I've watched his movies many times. Badlands in particular was a movie that I was deeply fascinated with. I really love the way Terrence Malick will introduce you into the mind of the character through the landscape. I think he's a fascinatingly subjective filmmaker in the sense that he puts you directly into someone's cerebral cortex, and you experience the world through them, especially in the moments where Hunter has a mystical experience or a transcendent experience with one of the objects. I really love how Malick conjures nature and the soul and mingles them together on the screen, and so I was trying to do something like him, like that. Oui, effectivement, j'aime beaucoup le travail de Terrence Malick. C'est quelque chose, c'est un réalisateur qui me fascine et j'aime beaucoup ses films. Je les ai tous vus pas mal de fois. Et c'est vrai que j'aime particulièrement la manière dont Terrence Malick introduit les spectateurs à la psyché de ces personnages au travers notamment de la nature. Son travail sur la nature, sur les paysages, la manière, encore une fois, dont il fait vraiment rentrer les spectateurs à l'intérieur du cortex cérébral des personnages de ces films est quelque chose qui est, encore une fois, nous dit-il, absolument fascinant. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé effectivement d'approcher dans mon propre film, notamment à travers les scènes où Hunter, le personnage Hunter joué par Halle Bennett, a une relation presque mystique avec les objets qu'elle finit par ingérer. C'est quelque chose qui m'intéressait. Encore une fois, essayer d'approcher de la manière dont le réalisateur Terrence Malick conjure quelque part la métaphysique des objets, des paysages qui sont autour de lui pour qu'on puisse encore mieux comprendre les personnages qu'il nous fait voir à l'écran. Une autre question ? Oui, alors c'est-à-dire que c'est un peu le but des conférences de presse, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions. Monsieur, une nouvelle fois. Pour continuer à aller dans le sens de Terrence Malick, enfin, deux questions aussi. Est-ce que justement on n'ait pas choisi déjà le pica, cette maladie qu'on ne connaît pas, parce que c'était enfermer les objets comme elle était enfermée. C'est un espèce de miroir par rapport à ce qu'elle vivait. Et par rapport à Malick, je trouve que vous avez une façon de jouer à la fois sur les couleurs et sur les voiles aussi, qui est un peu une spécialité de Malick, c'est que souvent c'est les rideaux, etc. Mais vous, c'est avec les tissus qui se rapprochent effectivement du cinéma de Malick. Je ne suis pas certain d'avoir compris la deuxième partie de la question. C'est la manière dont Malick joue avec les tissus, les différentes couches. Les voiles, oui, c'est ça. D'accord, ok. Absolument. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je crois, j'espère. First question, actually, again, two questions. First one is about pica, the sickness that we don't really know, actually, that we kind of discovered a bit today. This sickness is about basically through swallowing them, taking objects and keeping them almost like in a box, keeping them trapped in a way. And is it some kind of image or metaphor on herself being trapped as well into a life that is not what she wanted probably at first? And so maybe you can talk to us and reflect on that. And the second question is about Terrence Malick. In his movies, he's also playing very much with different layers of fabric, fabrics, veils, etc. And maybe you can also talk to us about this. Was it an inspiration for also the way you depicted what's happening on the screen in this movie? Thank you. So I remember when I saw the first image of the contents of someone's stomach who had pica kind of spread out
like an archaeological dig. And I was fascinated by why that person chose those objects. You know, what was it that drew them? And I felt almost like a Holy Communion in a way. I love that interpretation of keeping things contained and trapped. I think for me, each object, each sort of sacred artifact is supposed to represent a kind of an emotion or a memory that's evoked, and we try to do that through the sound design. You know, any kind of OCD, rituals of control, I have OCD, and it's however it manifests, I find that mine usually manifests in some kind of collecting or arranging of objects, and I'm not sure why that is comforting, but I think it's because it reduces all the world's problems to something small, something manageable. And if you can arrange an object in the right pattern, or then, you know, maybe the rest of the world won't seem so chaotic. Continue. But you know, my hope about it is that even though Pike is an unusual compulsion, that the story will feel more universal than anyone that's felt a moment of anxiety or felt a moment of being in a position where where you feel like you're not where you belong, will connect with the film. In terms of Malik's fabrics, which I like that idea. Yeah, my production designer, Erin McGill, and my cinematographer, Kate Arsmendi, and I worked very closely with the idea that Hunter's interior universe is like a veneer of glass that seems perfect on the surface, and then a slow crack starts forming in it. So in terms of the camera direction, we established a very rigid vernacular in the beginning, and then you slowly feel the erosion of that. I also liked the idea that the house itself is kind of a vampiric quality. In the beginning, you see Hunter wearing a lot of bright colors, and the house is more sort of drab. And then as the film goes on, she sort of, the house sort of cannibalizes her. I also liked the idea of a house that has a lot of glass reflective surfaces, because it makes you feel very vulnerable, especially when you're in it. It seems like it's integrated into nature, but really it's kind of this display box, and the woods are lurking around like the unconscious mind outside, you know, with strange creatures inside of them. Yeah, but you know, Malik's use of space and the way he reflects his character's joy and madness through nature is always fascinating to me. I love that booth in Badlands where he makes the recording, that one little crack, and he thanks everyone afterwards. He's like, "Thank you." That always deeply inspired me. The crack in the glass in that booth. Ok. Sorry. Non, it's all right. Par rapport à la première question, le réalisateur nous dit qu'il se souvient encore de la première fois qu'il a vu, dans le cadre donc de cette maladie, le pica, le contenu de l'estomac de quelqu'un qui avait cette maladie, cette compulsion d'avaler des objets qu'il n'était pas censé avaler. Et il a donc vu une image comme ça de tous ces objets qui étaient bien alignés sur une table, presque comme le résultat d'une recherche archéologique quelque part. Et il s'est posé la question, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que cette personne-là, en l'occurrence, a-t-elle décidé d'avaler ces objets-là ? Pourquoi ces objets-là et pas d'autres objets ? Pourquoi ? Il a senti qu'il y avait presque une espèce de communion mystique entre les personnes qui étaient atteintes de ce problème psychologique. C'était presque comme quelque chose de mystique, vraiment. Et quelque part, il nous dit qu'il aime beaucoup cette interprétation qui est la vôtre, le fait qu'on ait l'impression que le personnage, en gardant emprisonné ces objets en elle, c'est un peu comme une image d'elle-même qui est, encore une fois, emprisonnée dans ce carcan social qui est celui qui malheureusement, qui est celui dans lequel elle évolue. Et quelque part, il pense que tous les objets que les personnes avalent, c'est un peu comme des images, des artefacts
de mémoire, pour garder une mémoire, pour garder un concept enfoui au fond d'eux, pour se faire du bien également. Il nous dit que c'est de toute façon de cette manière-là que fonctionnent tous les OCD, c'est-à-dire les troubles compulsifs du comportement, toutes ces répétitions que l'on fait, ces collections d'objets, toutes ces choses qui peut-être, nous dit-il, c'est une interprétation qui est personnelle, mais peut-être nous dit-il que c'est aussi parce que le monde qui nous entoure est très compliqué, très complexe, très chaotique, et que le fait de prendre une petite partie de ce monde-là et de l'organiser de la manière la plus, encore une fois, la plus tellement organisée qu'elle en devient maladive, ça nous permet au moins d'appréhender de la meilleure manière possible une toute petite partie du monde, et on se dit que si on arrive à organiser, alors après tout le monde a des troubles compulsifs, enfin ceux qui les ont, ils sont tous différents évidemment, mais par exemple quelqu'un qui prend tous ses stylos et qui les met les uns à côté des autres, bien alignés, etc., s'ils arrivent à faire ça, au moins ils ont réussi à organiser quelque chose entre guillemets d'inorganisable, et ça leur permet d'appréhender le monde qui les entoure avec un peu plus de sérénité et un peu plus de sûreté. Il espère en tout cas, puisqu'on parle donc de cette maladie, le Pica, il espère que toutes les personnes qui ont en tout cas l'impression qu'elles ne sont pas là où il faudrait qu'elles soient, qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde qui les entoure, toutes ces personnes qui se sentent comme ça puissent trouver un écho de ce qu'elles ressentent dans le film, au travers du film. Et il espère qu'il arrivera à toucher ces personnes-là de cette manière-là. Et en ce qui concerne Terrence Malick, encore une fois, la manière dont Malick filme les décors, filme les paysages, c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il a décidé, dès le départ du film d'ailleurs, de travailler avec son équipe technique, justement dans cette direction-là, c'est-à-dire travailler sur l'idée que qu'on voit l'intérieur de la maison, parce que la maison est faite entièrement de verre. Et donc, de prime abord, on pourrait se dire que finalement, comme on voit la nature, évidemment, au travers de tous les murs de la maison, puisque tous les murs de la maison, c'est du verre, eh bien, il y a un rapport comme ça avec la nature, c'est très presque charnel, c'est parfait. Mais quelque part, cette perfection, on commence à voir des petites fissures, des petits craquements, et on comprend que tout n'est pas si parfait que ça. Et d'ailleurs, quelque part, au départ du film, tous les cadrages, tout ça est très rigide, et puis également, les murs sont très... Il n'y a pas de couleur, finalement, dans la maison, alors que elle, le personnage principal du film, Hunter, elle porte des vêtements très colorés, et petit à petit, au fur et à mesure que la situation se détériore, sa garde-robe devient également de plus en plus neutre quelque part. Donc on a presque l'impression que la maison et que tout ce qui l'entoure est en train de la cannibaliser, qu'elle est en train de se fondre dans le décor et donc de se perdre elle-même. C'est également quelque chose qu'il voulait exprimer avec son sens du cadrage, son sens de la couleur. Et puis également le fait que cette fameuse maison, presque maison d'architecte, super belle, etc., eh bien, quand on habite dans une maison comme ça, on est encore plus vulnérable. Il y a tous ces bois, toute cette nature, tous ces arbres, ces branches, on a presque l'impression qu'ils sont en train de la regarder en permanence au travers de ces murs transparents. Et donc elle est vraiment vulnérable. Et c'est presque comme une boîte, presque comme une boîte dans un musée. On a l'impression d'être enfermé dans une boîte de verre dans un musée pour que tout le monde puisse regarder. C'est aussi ce côté oppressant qui l'intéressait en tant que réalisateur. Et c'est vrai que l'utilisation que Malick fait de l'espace, du paysage, de la nature, c'est quelque chose qui, encore une fois, je vais essayer de faire vite pour qu'on puisse avoir une dernière question, qu'il a essayé d'approcher avec son utilisation du cadrage, de la couleur et de tout ce genre de choses. Y a-t-il une autre question ? Oui. Nous, on voulait vous demander, est-ce que la maladie qu'a Hunter, est-ce qu'elle l'avait déjà avant qu'elle tombe enceinte, ou ça s'est un peu réveillé avec du coup le fait qu'elle apprenne qu'elle a une grossesse? The question is about the Pica sickness. Would you say that the character actually had the sickness before she got pregnant, or is it something that really came with the pregnancy? I think that... thank you for the question. Yeah, I think that in the case of Hunter, it does start with the pregnancy. But I think previous to that, I imagine that she had moments of anxiety or concern about Richie and the marriage before that. But that moment was when she realized, I think, that the family was kind of using her in a way as a vessel, for their legacy. And it sort of became clear why she was there, which was to kind of
serve them. And that trigger began a level of her unconsciously feeling that she's in a situation where she's trying to please everyone around her, but not herself. But of course, she represses it, and then it comes out in this compulsion as a way to reconnect to her primal self, her true self. When we made the film, we reached out to the world's expert on pica, Dr. Rachel Bryant-Waugh, and she wrote a case study of Hunter for us. And we met people. There was one man who swallows toothbrushes in the packaging every month and then has to get them surgically removed. And he was someone that we found out about. So it varies from person to person. Everyone, a lot of different people have one thing, like mattress bedding or dirt or paint chips, and you know they'll do that, and that'll be part of their ritual. But it's different for every person. But for her, yes, I think that's when it first manifests. Alors en fait, déjà il vous remercie pour la question, et il nous dit que dans le cas du personnage de Hunter, au départ il a imaginé qu'elle avait des problèmes avant qui arrivaient à la manifestation de la maladie, donc de ce pica dans le film. Mais dans le film, ça commence vraiment avec ce moment où elle tombe enceinte. Il nous dit que elle avait de l'anxiété, le personnage, elle avait des je sais plus comment on dit ça en français. Concern. Soucis, voilà, on va dire soucis, merci. Des soucis avec Richie, avec le mariage. Elle commençait à se rendre compte qu'en fait, sa belle famille utilisait son corps, quelque part, un peu comme un moyen, finalement, purement logistique de faire passer les gènes de la famille vers une autre génération, qui se servait vraiment d'elle comme d'un outil, d'une boîte à outils quelque part, comme d'un camion, voilà, pour emmener les gènes d'un endroit à un autre. Et donc, quelque part, le fait de réaliser cela a sans doute déclenché dans le personnage de Hunter, déclenché de manière tout à fait inconsciente, cette maladie. Le fait de réaliser également qu'elle avait besoin, qu'elle était obligée plutôt de faire plaisir à tout le monde, d'être agréable avec tout le monde, de dire oui à tout, etc. Et que c'est vraiment quelque chose qui a déclenché, encore une fois, cette maladie. Mais il faut savoir que lorsqu'il était en train de préparer le film, il a rencontré pas mal d'experts mondiaux sur les troubles compulsifs, et en l'occurrence aussi sur le pica, mais sur les troubles du comportement, les troubles compulsifs, de manière générale. Et ils ont même réalisé une étude médicale du personnage de Hunter. Et dans le cadre de cette étude, il a également appris qu'il y avait notamment, par exemple, un homme qui avalait une fois par mois une brosse à dents dans son emballage, qu'il avalait en entier une fois par mois, et qui une fois par mois allait se faire opérer pour se faire retirer l'emballage avec la brosse à dents. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens il y a d'autres personnes qui font des choses beaucoup plus entre guillemets banales, entre gros guillemets, banales, par exemple, qui urinent dans leur lit, par exemple, ce genre de choses qui font que ils gardent quelque part un contrôle lorsqu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de se perdre eux-mêmes, qui sont en train d'abandonner, d'abdiquer par rapport à un environnement oppressif, quelle que soit l'oppression dont ils sont victimes. Ça fait partie des troubles compulsifs, et voilà, enfin bref, tout ça pour dire que dans le cas du personnage de Hunter, ce trouble, encore une fois, s'est manifesté avec sa grossesse, merci, c'est horrible, avec sa grossesse, mais que évidemment tout cela est né bien avant, petit à petit, et que c'est pas venu comme ça de rien. C'était quelque chose qui couvait depuis déjà longtemps. Nous allons prendre une question, ce sera la dernière. Oui, ici, au deuxième rang. Moi, j'ai été assez subjuguée par la beauté du film, que j'ai trouvé très très beau. Et j'ai notamment eu l'impression que les images étaient une succession de tableaux de David Hockney. Je voulais savoir si c'était une de vos inspirations ou pas, et si oui, ce qui vous a inspiré dans le travail de cet artiste. Well, first of all,
this lady said that the movie is very beautiful, and she was actually mesmerized by the beauty of the movie. Merci So thank beaucoup. you. Thank you. And she had the feeling while watching the movie. Pardon. She had the feeling while watching the movie that it was almost as if each frame of the movie, it looked very much to her like a painting by David Hockney. And is that the case? Were you in some way influenced by the works of David Hockney? And maybe you can reflect on that. Thank you very much for saying that. So, wait, tell me the first part again. The first part is about the beauty of the movie. Oh, okay. Yeah. Well, I have to give praise to my cinematographer, Kate Arizmendi, who was my collaborator, and my production designer, Erin McGill, and my costume designer, Leanna DeBroja. But, you know, we worked very, very hard to try to create this environment that she finds herself in. And I really liked, you know, that painterly style where she's sort of lost in the frame, dominated by the environment. And I wanted that stylization to fade away more and more as the film progressed, so that it becomes more realism in the end as she gains more and more clarity. I have to confess I don't know that painter, so I'm very eager to look at their work. So thank you for that recommendation. In terms of influences, we had many. The films of Chantal Akerman were a big influence on me, Jean Dielman and La Captive. I also was really influenced by Todd Haynes' Safe and Woman Under the Influence. So films like that, Douglas Sirk, Hitchcock, were big influences on us, and with the music too. But I've always liked a painterly style, and I like when the world of the imagination is manifested with a little strangeness and distortion. Thank you. Yeah, thank you. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le thème de la beauté du film dont vous parliez, la beauté des images, il nous dit qu'il a évidemment beaucoup travaillé en étroite collaboration avec sa directrice de la photographie, Kate, I'm sorry I didn't get the name, Arizmendi. Donc avec sa directrice de la photo, avec sa costumière, la personne également qui s'est occupée des décors. C'est quelque chose qu'il a évidemment beaucoup travaillé, on s'en rend compte évidemment en voyant le film, qu'il a vraiment voulu. Ils ont travaillé très dur pour fabriquer cet environnement à l'intérieur duquel, au début du film en tout cas, le personnage de Hunter est presque noyé dans cet environnement. Elle est perdue au milieu de cet environnement. Et il a essayé de travailler de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au début du film, on a vraiment la sensation que tout cet environnement, le décor dans lequel il évolue est très stylisé, et que petit à petit, quand on va de plus en plus dans le film, ça devient de plus en plus réaliste, encore une fois, pour refléter le fait qu'elle a de plus en plus de clarté, que pour elle, tout devient plus clair, tout devient plus compréhensible, et elle a plus de mainmise sur ce qui l'entoure. Ensuite, il nous dit qu'il vous remercie pour ce que vous avez dit, mais que lui-même, il nous l'avoue, il ne connaît pas les travaux de David Hockney. Mais puisqu'on parle de ses références, eh bien, il a été inspiré par les travaux, notamment au cinéma, par les travaux de réalisateurs comme Chantal Akerman, par exemple, comme Todd Haynes, Douglas Sirk, Alfred Hitchcock, mais également des références musicales qui l'ont beaucoup inspiré. Bref, pas mal de choses qui l'ont inspiré. Mais encore une fois, il vous remercie pour avoir mentionné David Hockney, qu'il va maintenant avoir grand plaisir à découvrir. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Merci à tous. Thank you Merci so much. beaucoup. Merci beaucoup. Thank you.